Merci parce que avec nous une fois encore sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point. Rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, sur ce qui a passé dans la communauté haïtienne, sur ce qui a passé dans l'environnement, mais ça a passé tout dans tout le système qu'on a utilisé pour organiser la société. Nous remarquons dernier temps ça, le débat sur l'éducation, il vient très rare. Il parlé et dans la radio, dans la télévision, ou bien dans le forum, une petite classe tout petit de éducation. Nous ne savons pas qui provoque des intérêts. Ça, certainement, il y a un pile et pression sur la société, il y a un pile sujet qui paraît plus urgent, tant que l'économie, tant que justice, par rapport à des problématiques qui ont des gens très vives que nous avons vu dernier temps ça. Mais nous avons dit que ce n'est pas moins grave dans la question éducation. Il y a un paquet de questionnements qu'il a fait et je dis encore nous questionnement ça il y a toute place sur qui ça nous apprendre Timounio sur ban l'école. Qui ça Timounio à la fin de un cycle qui ça yo kembe tout bon. Est-ce que Timounio connaît lire, est-ce que yo connaît écrire, est-ce que yo connaît compter et est-ce que yo connaît compter dans l'heure yo ta doué connaît compter, est-ce que yo connaît lire et écrire dans l'heure yo ta doué et qu'on lit à écrit. Tout ça c'est des questions qui sont fondamentales. On pour ça fondamental parce que il y a de retard ou joindre dans le processus de formation, dans l'apprentissage là même, c'est de retard que vous ne pouvez pas réparer du tout encore pour un individu. C'est ça qui est un paquet intellectuel rachitique, c'est ça qui est un paquet raté. Donc c'est des questions qui sont vraiment fondamentales. Je dis à l'avenir sur eux avec un chercheur, un enseignant, mais surtout un représentant, un institut de formation, c'est InnovEd. Nous allons joindre des détails là et on t'y classe plus devant dans l'émission, mais c'est un institut qui est dans l'université Kiskeya qui a organisé un colloque sur apprentissage avec éducation dans le mois de juin là. Merci parce qu'avec nous, invitez-nous, c'est professeur Benjamin Franklin Napton. C'est parce que vous été avec nous. On a recevoir aujourd'hui à Franklin Benjamin, qui est professeur, chercheur. Aujourd'hui, on a parlé sur l'éducation, sur le problème qui gagne dans le système, non, réforme qui mérite faite. Malheureusement, j'en ai dit à ce sujet ça, nous voyons une petite classe négligée dans le pays. Il y a des nuits temps ça. Et on a parlé avec le professeur Benjamin dans l'occasion d'un colloque université Kiskeya a organisé à Nissa sur littératie. Merci pour avec nous, professeur Benjamin. Et merci Kendi, c'est pour moi un gros plaisir pour participer dans l'émission ça. Et c'est la première fois. Et je souhaitais que nous ayons une chance pour nous continuer à discuter dans le cadre de ça. Effectivement, je mentionnais là. Et Innoved, qui c'est Institut supérieur de formation, recherche et innovation en éducation, qui est lié directement à la faculté des sciences de l'éducation de l'université Kiskeya. Donc, projeter un colloque pour le mois de juin, c'est 19, 20, 21 juin, autour de la question de la littératie, de la lecture au niveau de l'école fondamentale, du premier cycle, et précisément de l'école fondamentale. Donc c'est dans le cadre de ça, nous passer pour nous faire un petit échange. D'abord, on a regardé le concept de littératie. On a fait un colloque sur l'éducation en général, sur l'apprentissage, mais surtout sur littératie. Qui ça demande de comprendre à partir du concept ça? Et son concept, on dit qui est nouveau dans le milieu éducatif là, qui désigne ensemble de compétences transversales qui sont nécessaires pour que yon petit monde, bien yon monde apprenne, si vous voulez, parce que littératie, les toucher et quel que soit type d'apprentissage, puisque quel que soit apprendre, il faut pour gagner compréhension de la chose à apprendre. Donc c'est d'abord ça. Et il y a un ensemble de recherches qui étaient faites notamment au niveau de l'UNESCO dans les années 2006 autour de la question de la littératie et qui renvoyait, si vous voulez, à un ensemble de écrits, en tout cas capacité d'appréhension de l'écrit, mais pas seulement, de l'image aussi. On dit littératie, c'est cette compétence transversale qui permet de construire du sens à partir d'un document donné, à partir d'un document écrit
donné, évidemment en fonction du niveau auquel et on s'adresse. Donc, sous l'élève dit littératie sont l'autre façon pour nous dire de manière beaucoup plus générale, lecture, c'est-à-dire qui capacité qui est nécessaire, quelles sont les compétences nécessaires pour qu'on arrive à une maîtrise de la question de la lecture, etc., à l'exercice ou bien à la capacité de compréhension de l'écrit. Donc, en gros, c'est un peu ça. On dit pour nous résumer que littératie, c'est une compétence transversale qui est nécessaire à la compréhension de l'écrit, si vous voulez, mais aussi de l'oral, en quelque sorte. Comme l'autre sujet, nous avons pour nous faire un colloque. Parce que l'éducation, c'est vraiment un chantier énorme en Haïti. Et en pile bagaille, mais vraiment en pile bagaille mérité réformer dans l'éducation haïtienne. Mais pour qui ça, nous choisissons littératie comme thème central colloque. Et il y a un pile, j'en dis, activité de colloque d'échange qui fait autour de l'éducation en Haïti. Mais nous remarquons que effectivement, et question lecture, c'est pas une question qui est très en vogue, si vous voulez. Or, précisément, analyse qui est faite sous échec scolaire en général, et moi-même en tant que professeur à l'université ou bien quelques autres monde et qui a discuté des questions, qui a fait recherche, vous remarquez que précisément, et gagner en difficulté dans le niveau question lecture, dans le niveau question compréhension, mais ce n'est pas encore le cas, nous pas sur aspect ça, mais aussi dans le niveau production d'écrit, si vous voulez. Or, précisément, capacité ou compétence en littératie est fondamentale pour que vous allez beaucoup plus avant dans ça. Par ailleurs, il y a des recherches qui étaient montrées, notamment en recherche qui est faite en 2010 par RTI, EGRA, Early Grade Reading Assessment, qui était faite dans le département de l'Artibonite et des NIP, qui montrait que, notamment en créole, et paradoxalement, puisque nous avons pensé son langue qui maîtrisée et langue maternelle par les enfants, non, mais il y a des grandes difficultés en termes de capacité de lecture. C'est-à-dire que les élèves testés dans le cadre de ces études étaient en dessous de la moyenne nécessaire à leur niveau, c'est-à-dire pour être considérés comme des lecteurs efficaces. Donc, à partir de ce moment, et c'est le ministère lui-même en 2014 qui allait déclarer la lecture urgence nationale. C'est-à-dire, déjà, le ministère en 2014 considérait que incapacité ou difficulté de lecture qui existait au niveau des cycles fondamentaux devait constituer une urgence nationale. Et en ce sens, l'université Quisqueya, donc, qui travaille sur ces questions et à travers la faculté des sciences d'éducation, a considéré évidemment que c'est une question qu'il fallait approfondir. Il fallait travailler dessus. Heureusement, ça a rencontré aussi l'intérêt d'autres partenaires tels que le programme LACRIDS, qui c'est un programme appuyé par le gouvernement américain, l'USAID notamment, donc qui s'étend au niveau de l'Amérique latine. LACRIDS, c'est Latin American Caribbean. LACRIDS, c'est un programme de lecture sur pays, dont Haïti. Donc, ces deux intérêts donc, se rencontrent. Donc, on s'est dit, et c'est le moment sans doute de faire deux choses, pas seulement un colloque, et j'allais souligner. Donc, il y a l'idée, donc on a mené deux études autour de la question de la lecture dans les départements de l'Ouest et du Sud. Et donc, la première étude, c'est sur le temps alloué aux activités de lecture en salle de classe. Qui temps qui passé dans l'apprentissage de la lecture et qui activité qui fait. Et ça, nous avons des résultats stupéfiants. Et sur question, nous avons discuté sur question les ressources, qui activité, quelles sont les ressources utilisées, quelles sont les méthodes utilisées, quels sont les supports pédagogiques utilisés en salle de classe et quel est le temps consacré. Donc en gros, voilà. Et donc ce colloque dont on parle là maintenant fait suite à cette recherche-là. Donc ça sera une occasion pour divulguer, pour rendre public aussi les résultats de cette recherche. Donc voilà comment nous sommes venus à l'idée d'organiser, si vous voulez, un colloque sur le concept de littératie et plus généralement de lecture. Alors, si nous jetons sur capacité de lecture et de compréhension même, dans l'école haïtienne, il y a une difficulté qui peut être inhérente à ce système même, c'est la question de langue. Les petits haïtiens, là, va prendre et en français et en créole. Est-ce que nous joignons de difficultés qui posées à partir du fait qu'il y a deux systèmes orthographiques pour assimiler? Est-ce que à ce niveau, il y a un problème qui existe? Bien entendu, parce que difficulté de lecture, yo existait dans les deux langues.
à la fois en créole et à la fois en français. Encore une fois, c'est pas parce que créole, c'est langue maternelle qui fait que compétence de lecture là et d'utilisation de langue là, à ce niveau-là, elle est déjà acquise, elle est naturellement acquise, une forme d'apprentissage qui doit faire. C'est comme n'importe quelle autre langue, c'est-à-dire le français, a un apprentissage à faire du français pour bien l'utiliser, tout comme l'américain, il a un apprentissage à faire de l'anglais pour bien l'utiliser, même si on est d'accord, c'est-à-dire en comparaison de quelqu'un qui n'est pas natif de la langue, donc la compétence orale, c'est une compétence plus ou moins déjà acquise, en tout cas déjà acquise. Maintenant, quand vous avez cette situation en Haïti, et côté que vous gagnez en confusion en termes d'utilisation créole ou français dans la salle de classe, ça pose un problème supplémentaire quant à l'enseignement, mais aussi quant à l'apprentissage de la langue. Pas oublier que, par exemple, jusqu'à la réforme Bernard de 1979, et loi haïtienne a été considéré le créole comme étant, enfin le français comme étant seule langue officielle et donc comme seule langue de scolarisation, en dépit du fait que, au Gagné, les études l'ont montré, c'est-à-dire tel que, bon, capable de prendre Auguste Join qui travaille sur question ça, que 90% de la population a pu utiliser créole, alors qu'en salle de classe, ou gagné en forme d'illusion en termes de maîtrise de la langue. Donc là, On mélange tout. on mélange. Donc la réforme Bernard, ce qu'il a voulu faire, c'est créer un aménagement linguistique où il y a un usage, on va dire, rationnel Contrôler et calculer. d'aide de langue qui permettent une transition de l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire, et c'était le rôle, par exemple, du premier cycle de l'école fondamentale, d'assurer un apprentissage en créole des enfants, pendant que le français y est enseigné aussi, notamment à l'oral, et à partir de la 4e année, qui serait la classe charnière, parvenir à une transition vers un apprentissage globalement en français, en diminuant le créole. Or, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Et cette réforme, en tout cas cette proposition, n'a pas été appliquée dans les lettres, au point qu'on trouve qu'on ne peut même plus décrire ce qui se passe à l'intérieur de la salle de classe. Et l'autre aspect, c'est que, comme tu l'as souligné, la proximité, on va dire, lexicale, syntaxique, et j'en passe des deux langues, le français, crée sans doute une confusion, pas seulement chez l'enfant, mais aussi chez l'enseignant. C'est-à-dire, quand il faut passer d'une langue à une autre, et quel est le degré, quant à mesurer le degré de maîtrise de ces deux langues. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, on a un problème en matière de didactique du français et du créole. Oui. Tout se passe comme si, et c'est ce que plus ou moins nous révèle l'étude que nous avons menée, c'est-à-dire la même didactique qui est utilisée pour enseigner le créole est la même qui est utilisée pour le français. Ou encore, les mêmes activités réalisées en français sont les mêmes réalisées en créole. Or, précisément, on n'est pas sûr que ça puisse fonctionner de la sorte, si vous voulez. Donc voilà tout l'intérêt qu'il y a à travailler sur ces questions et à aider, c'est-à-dire à mettre à la disponibilité des enseignants des outils pouvant leur permettre de faciliter un apprentissage pertinent de ces deux-là. Mais dans les faits, Franklin Benjamin, qui nous a dit, élève haïtien qu'on lit tout le monde. Parce qu'il n'a pas parlé de littératie, c'est pas seulement qu'à lire ça, c'est point par point, c'est Benjamin, c'est Franklin, mais c'est nous lire, il faut que nous comprenions. C'est ça. Or, nous connaissons le problème, ça n'a pas là qui a un rapport avec la langue d'enseignement. Fait que, un paquet de petits monde chaque matin qui a récité le son, mais qui ne pas comprendre même 10% dans ça veut dire. C'est ça. Et à partir de quel moment nous avons considéré que petits monde yo kon lit tout bon? C'est ça. Alors, et en Haïti, nous pas gagné instrument de mesure, ça, puisqu'il s'agit bien d'un instrument de mesure, mais dans l'autre pays, il existait. Et je prends un exemple que je connais très bien, où il y a en Europe, et le cadre européen d'enseignement des langues. Le cadre européen d'enseignement des langues, il définit précisément les différents niveaux de maîtrise. Et dans ce cadre-là, vous avez 6 niveaux de maîtrise, c'est-à-dire qui partit d'un niveau basique d'appréhension de mots, de reconnaissance de structure de mots, les A1, passer dans un niveau plus ou moins élevé de capacité de construction de phrases simples,
pour capable aller à deux et possibilité d'engager une conversation basique dans la langue jusqu'à C2, qui c'est un niveau de maîtrise totale et d'utilisation et d'autonomie totale dans la langue. Donc, on sait que ces mesures existent. C'est-à-dire, en Haïti, on n'a pas un outil de mesure spécifique, mais on peut déjà s'appuyer sur ce cadre européen pour se dire, voilà où on peut déjà commencer par situer, mettre des balises, dire, bon, voilà ce qu'on attend de tel type. Mais déjà, je crois qu'il y a un travail qui est fait à travers le curriculum de l'école fondamentale, et précisément le curriculum détaillé du premier cycle fondamental, qui définit déjà un ensemble de compétences et que l'élève de première année, deuxième année, troisième année, quatrième année doit maîtriser pour qu'on puisse dire à l'issue de ce cycle, cet élève-là est un élève en capacité de lire. Par exemple, le fait de reconnaître des mots, enfin des lettres et des sons, par exemple. Le fait d'entendre tel son et de pouvoir le discriminer par rapport à tel type de son. C'est une compétence qu'il faut maîtriser à partir de ce cycle-là. Le fait aussi de reconnaître telle lettre et que de savoir que telle lettre mise en présence de telle autre donne telle syllabe ou autre chose, c'est des compétences. Aussi la structure des mots, si vous voulez, la capacité de comprendre une consigne et la capacité de créer du sens à partir d'un texte court ou à partir d'une image, etc., sont des compétences qui sont recommandées au niveau du premier cycle de l'école fondamentale. Maintenant, je pense que ce que ta question suggère ou ne dit pas, c'est qu'effectivement, vous avez une tendance, contrairement à ces recommandations ministérielles ou programmatiques, qui, en général, soit par manque de formation des enseignants, puisqu'on sait que dans le système, il y a beaucoup d'enseignants qui manquent de formation, et c'est un rapport présidentiel considéré comme très sérieux qui avait établi que 85% des enseignants fonctionnant dans le système n'ont pas reçu la formation nécessaire à l'exercice du métier, si vous voulez. Ce qui fait que déjà, on peut se rendre compte que la difficulté qu'il pourrait y avoir de mettre en application le curriculum du ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, vous avez des situations où vous êtes dans des approches plutôt de vocalisation que c'est ça, de vocalisation des sons que de lecture à proprement parler, c'est-à-dire qui implique ce que vous appelez la compréhension précisément, parce que les approches, on va dire, actuelles en matière de théorie sur l'apprentissage de la lecture priorisent la compréhension de l'écrit à toute forme de vocalisation, même si la vocalisation elle est aussi importante dans la discrimination des sons, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus pointu sur ces questions-là. Mais in fine, l'objectif à atteindre, c'est permettre à l'élève de créer du sens à partir d'un type d'écrit donné. Voilà. Et c'est vers cet objectif-là que je pense le système doit tendre. Option pour pas sur télévision Pacifique jeudi on a recevoir professeur chercheur Franklin Benjamin qui est représenté l'université Kiskeya dans le cadre d'un colloque qui a organisé du 19 au 21 juin sur la littératie. On a fait un petit parler sur l'éducation dans le pays d'Haïti, qui capacité, qui méthode, qui ça nous utiliser comme moyen pour nous apprendre un petit monde lire, pour compter, pour écrire, mais pour faire de façon pour faire attendre et pour faire de façon efficace. C'est ça qu'on a discuté aujourd'hui. Merci parce qu'avec nous, on a tourné à l'heure pour la deuxième partie. Merci parce que vous étiez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, on a parlé avec Franklin Benjamin sur un colloque qu'il a pu organiser dans l'université Kiskeya, sorti 19 plutôt, pour le 21 juin. Un colloque sur littératie, un colloque sur apprentissage, sur l'école dans le pays d'Haïti, sur efficacité méthode. Est-ce que nous
faire des recherches qui permettent nous voir qui outils qui t'a pu approprier, qui méthodes nous t'a dû utiliser pour vraiment si moun yo ka apprendre qu'on lit, qu'on écrit à temps. Effectivement, et au niveau innové, donc nous travaillons sous une approche que nous appelons approche école vivante et qui basée sur un ensemble de théories qui existaient déjà évidemment. Donc, et nous pas qu'à inventer toute bagaille de nouveau. C'est-à-dire qui cherchait à centrer, si vous voulez, l'enseignement, l'apprentissage sur l'élève. C'est-à-dire qui rompt avec une approche traditionnelle et type enseignant, c'est les mêmes qui le magistère dixit dans la salle de classe de savoir, en faisant de l'élève un récipient qui est là seulement à recevoir. Donc, l'idée, c'est d'inverser, on va dire, cette approche et de faire en sorte que l'élève soit au centre de son apprentissage. Plus concrètement, et ça, ce que cela veut dire, c'est, par exemple, de permettre à l'enfant de construire lui-même un ensemble de compétences, en tout cas, de donner ce qu'il a à partir évidemment, du guidage du professeur, etc. Ce qu'il a. Donc, et en ce sens, nous organisons des formations pour les enseignants et nous travaillons avec à peu près 600 écoles un peu partout à travers le pays dans le cadre de formation intensive pour les enseignants, donc pour partager cette méthode et partager cette expérience qui est évidemment beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire là. Et parce que l'expérience qu'on a faite, au fait, et les données qu'on a recueillies dans le cadre des études dont je vous ai parlé, et que je fais mention, c'est que, par exemple, dans la question lecture, nous joignons que une approche qui est plus utilisée dans le cadre d'enseignement apprentissage lecture, c'est sur la lecture à haute voix. La lecture à haute voix comme approche pédagogique. Maintenant, la lecture à haute voix, c'est d'une part, mais d'autre part, la lecture expliquée par le professeur. C'est les deux approches les plus populaires, en tout cas sur l'échantillon, et qui étaient considérées dans cette étude. Alors, cela révèle quelque chose de très important. Dans le premier cas, c'est-à-dire la lecture à haute voix, ça révèle que précisément, contrairement à ça nous dit là, la vocalisation joue une place importante privilégiée dans ce cadre-là, ce qui peut être préjudiciable à l'enseignement de la compréhension. Mais maintenant, au cas de Zombaray, il y a une certaine utilité, mais ce n'est pas le fond de la question. C'est pas le fond de la question précisément. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand on prend la deuxième approche qu'on a découvert comme étant beaucoup plus pratiquée, lecture expliquée par le professeur, c'est que, contrairement à ce que nous préconisons, nous, c'est-à-dire mettre l'élève au centre, c'est le prof qui reste au centre, parce que c'est son explication qui est privilégiée. Oh, si on veut aider l'enfant à construire du sens, en tout cas à s'aventurer dans la construction du sens, il faut lui laisser la place, il faut lui laisser la possibilité, en tout cas, ne serait-ce que de faire des contresens. Tout à fait. Et pour ne pas faire digression, c'est déjà un gros sémioticien qui est Umberto Eco, que vous connaissez sans doute comme linguiste, et qui déjà est souligné que le contresens, ça n'existe presque pas. C'est-à-dire, parce que le texte là lui-même, il est polysémique. Ça peut être polysémique. Donc il faut laisser la chance. Ça veut dire que ce n'est pas une explication que nous devons valider pour un texte. C'est ça. Le professeur doit lire le texte là, il comprend comme ça, et puis l'élève là, il lit l'autre gens, il comprend de façon de parler, mais toutes deux explications sont valables. Tout à fait. Et c'est déjà un début, on va dire, de construction de la capacité de réflexion de l'enfant, c'est-à-dire qu'il peut avoir une explication qui n'est pas la même qu'un autre que de ses camarades. Et c'est pour continuer sur Umberto Eco, qui rapporte une expérience fabuleuse qu'il fait la thèse, et il était bloqué, donc il n'avait plus d'idées. Ça arrive quand on écrit une thèse. Et puis, il se promenait comme ça au bord de la Seine, un ensemble de bouquinistes au bord de la Seine, et puis je suis tombé sur un roman, d'accord, qu'il a débuté, dont il a débuté la lecture sur le champ, et
il a trouvé des idées en connexion par rapport au développement qu'il faisait, par rapport à sa thèse. Et il s'est mis quelque part, il a acheté au Mans et il rédige. Et en quelques mois, il a fini la thèse. Et 10 ans après avoir soutenu cette thèse, il réarrangeait sa bibliothèque, il est retombé sur le roman, et avec l'explication, en tout cas l'interprétation qu'il en a faite. Donc, il s'est rendu compte qu'il pouvait, au moment où il relisait le roman, faire une toute autre interprétation que, et donc, en tout cas, qu'il avait une autre compréhension de ce qu'il lisait. Donc, c'est-à-dire la compréhension, c'est une richesse en matière de littératie, et il faut permettre aux enfants de construire, de cultiver cette capacité. C'est-à-dire le fait de trouver dans cette étude que la lecture expliquée était une méthode très prisée dans les écoles. Et donc, ça ravit aux enfants cette possibilité, si vous voulez, de pouvoir créer du sens dans la langue. Ou lire avec tout ce gain comme bagage, C'est ça. et ça a façonné une compréhension. Absolument, absolument, absolument. Puisque il y a toute une culture, l'environnement familial, le contexte social, et le contexte culturel, tout ça participe de cette construction du sens. Mais professeur Benjamin, est-ce que nous avons dit système nous gagné comme système d'évaluation dans l'école haïtienne, li mesurer compréhension tout le monde? Je pense que c'est une très bonne question. Et effectivement, c'est un aspect qu'on a aussi regardé dans le cadre de ces études, c'est qu'effectivement, parfois l'évaluation n'est pas en adéquation avec l'enseignement. Et ça, c'est un autre drame. C'est un autre drame. Soit l'évaluation est en dessous de l'enseignement, question de facilité, etc. Soit l'évaluation est au-dessus de l'enseignement, pour qu'on entende des questions à mettre la colle ou bien mettre la colle élève là, etc. Laisse ça à ce moment-là au-dessus de l'enseignement. Et or, précisément, c'est ce que nous apprend et Bloom ou tous les théoriciens sur les questions d'éducation ou évaluation, c'est que l'évaluation doit être juste et elle doit refléter l'enseignement qu'il évalue. C'est-à-dire elle doit rester dans la limite de la chose évaluée, si vous voulez. Or, précisément, me basant sur ce que je viens de te dire, c'est-à-dire les approches appliquées dans le cadre des cours de lecture, on voit tout de suite que la correspondance entre les méthodes d'évaluation et les méthodes d'apprentissage est très mince. Cette correspondance est quasi, si vous voulez, c'est parfois difficile à établir, si vous voulez. Donc, en ce sens, effectivement, il y a un travail à faire sur ce niveau-là. Et ça, c'est au niveau de la formation des enseignants que ça doit se passer, c'est-à-dire pour, à chaque fois, regarder comment on évalue la compréhension. Parce que la compréhension, c'est différent d'une question fermée. C'est-à-dire le fait de demander qu'est-ce que c'est. La compréhension, c'est autre chose. C'est-à-dire, si j'évalue la compréhension dans une salle de classe de 20 élèves, je peux avoir 20 réponses différentes, 20 compréhensions différentes. Maintenant, la question est de savoir comment faire en sorte de valider chacune de ces compréhensions. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que tout est relatif. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des apprentissages précis qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. On est d'accord. Quand on est en sciences, quand on est en mathématiques, etc., il y a un certain nombre d'éléments basiques qu'il faut apprendre. C'est des socles pour pouvoir continuer par la suite. Mais il y a aussi, c'est-à-dire au niveau de la lecture, au niveau de l'imaginaire, puisqu'il s'agit bien de permettre à l'enfant d'explorer son imaginaire, il y a cette part de liberté aussi qui est laissée, qui doit être laissée à l'enfant pour qu'il puisse devenir un locuteur, un utilisateur autonome de la langue. Et à chaque fois, nous devons être très circonspects, en tout cas très précis sur les enseignements, mais aussi flexibles sur les évaluations. Et qui dégâts ça a causé ou bien des apprenants qui a répété un ensemble de leçons, mais qui ne comprennent pas tout bon. Parce que il y a deux cas qui sont très courants en Haïti. Et nous
compte des deux mondes qui dans niveau nous dit ah mais c'est ça m't'a étudié l'MT petit c'est kounya me comprendre. Ouais, c'est un retard énorme. C'est ça. De bagaille nous apprendre dans l'école fondamentale et puis c'est là nous arriver dans l'université. Nous ouais, mais ça nous tape étudier. Qui dégâts ça qu'a créé sous système apprentissage. Et puis sous monde tout comme individu qui t'a doué posséder un ensemble de bagages depuis la base. Je pense que le premier dégât, c'est un dégât en matière de productivité intellectuelle. Et je crois avoir lu récemment un rapport sur les pays sous-développés, en tout cas, et qui, je ne me rappelle pas du titre exact du rapport, mais en tout cas qui est en dessous de leur capacité de productivité à l'âge où ils devaient l'être. C'est-à-dire qu'ils sont à 45% de leur capacité de productivité. C'est une catastrophe, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez quelqu'un qui a 30 ans, qui devait avoir une capacité de productivité de 80% d'un domaine quelconque, je ne sais pas, ou bien globalement, et qui se trouve avec 40 et 45% de cette capacité. C'est-à-dire parce qu'il n'a pas bien maîtrisé les compétences en matière de lecture, parce qu'il n'a pas bien maîtrisé les compétences en matière de numératie, etc. Et que, comme vous dites, il a des difficultés de dyslexie, de compréhension, et il manque les outils nécessaires. Ce qui fait que, quand vous comparez avec un autre enfant, on parlait tout à l'heure de Saint-Domingue, d'un pays voisin ou ami, donc vous êtes déjà dans une compétition avec une inégalité de départ, qui fait que vous perdez vous n'êtes pas dans la compétitivité. Ça, c'est un premier obstacle, c'est-à-dire la compétitivité mondiale maintenant qui demande qu'on soit très sensible à l'écrit, puisqu'on vit désormais dans une civilisation de l'écrit et aussi de l'image, mais de plus en plus de l'écrit, où on doit s'efforcer de plus en plus de lire. Et donc à chaque fois, vous êtes en incapacité de le faire, donc c'est un choc extraordinaire. Donc personnellement, l'individu en subit, mais la société aussi en subit, parce qu'à chaque fois que vous avez un raté au niveau individuel, ça retombe. Les conséquences, en tout cas, c'est la société qui les supporte, dans la mesure où cet individu-là vit dans la société, fonctionne dans la société, etc. Donc, il y a beaucoup de désavantages. Et quand vous avez des ratés, donc ce n'est utile à personne d'avoir un système à plusieurs vitesses, si vous voulez, qui produit plus des ratés, des plus ou moins ratés, une minorité de réussis, etc. Donc, je pense que l'idée serait de parvenir à une forme de démocratisation des possibilités d'avoir accès à ces outils, à des manuels de lecture. Ça, c'est un autre problème qui est aussi crucial, c'est l'indisponibilité du matériel, du manuel scolaire. Approprié. Approprié, c'est-à-dire, nous, ce qu'on a vu, c'est pour manuel scolaire, il y a un pile, mais est-ce que approprié? Il y en a, mais dans la salle de classe déjà, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est une étude exploratoire, c'était d'aller voir ce qui se passe dans la salle de classe. Ce qu'on a révélé, c'est que, de manière générale, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui disposent de manuels de lecture, si vous voulez. Ce qui pose un autre problème aussi dans la mise en application d'une didactique appropriée pouvant permettre à tous de lire. Quand vous avez une classe, une minorité seulement dispose de manuels de lecture en français ou en créole, donc vous avez un problème pratique sur le coup dans la classe, mais vous avez un autre problème, c'est-à-dire c'est le suivi de l'apprentissage à la maison. C'est-à-dire l'élève doit disposer du matériel nécessaire. Donc quand il n'est ni présent dans la classe, ni présent à la maison, donc vous voyez quand même combien de retard est accumulé dans le classe. Alors, gain de extension de sens, on a constaté dernier temps ça, par rapport au concept de littératie, et qui c'est, j'en dis, un concept qui est très nouveau, dans l'éducation plus considérée, mais il regarde le tout de façon globale dans la société. Donc, on a les cultures de lecture. Est-ce que nous toujours fait attention à ça qui est écrit devant nous? C'est vrai, en Haïti, nous constatons le bail qui fait nous rire, mais nous connaissons de monde, nous connaissons qui a écrit dans eux, mais qui arrive devant porte là écrit tiré ou bien poussé, il fait exactement le contraire. Et nous font minute, il ne peut pas ouvrir une porte, alors que l'instruction, on est là. Il y a des problèmes encore qui viennent poser avec question numérique. Là.
Yo parle de littératie numérique. En pile monde qui téléphone dans main yo, téléphone n'a ba yo instruction ou bien yo arrivé devant un ATM, c'est de monde qui connaît li. Mais qui ont de graves problèmes pour adapter qu'on li yo à ça qui devant yo comme information. Je pense que ta question pose deux niveaux, en tout cas demande deux niveaux de considération. La première, c'est celle que tu appelles la culture de la lecture. Bon, je vais être péremptoire. On n'a pas en Haïti une culture de la lecture. C'est-à-dire, c'est pas notre sport national, pour le dire ainsi. De telle sorte que, et je vais prendre un exemple, j'ai un cours à l'école normale supérieure, et en commençant, en débutant le cours, c'est un cours d'histoire de la pensée haïtienne, j'ai demandé aux étudiants lequel d'entre vous, lors de mon premier cours, a déjà lu dans votre parcours scolaire un livre intégralement, c'est-à-dire en commençant par la première page à la dernière page. Et je pense qu'ils étaient environ 6 ou 7 sur 60, puisque c'est deux groupes mis ensemble, c'est un tronc commun, 6 ou 7 sur 60. Donc pour montrer, c'est-à-dire le niveau, je parle d'étudiants, des gens qui sont passés en concours, et on doit se demander à partir de ce moment sur quelle base le concours est On n'a pas passé. de livres en général, en excluant les romans, non? Livre en général. Livre en général. Bon. Maintenant, à partir de ce moment, la question se pose. C'est-à-dire, comment une société, à l'ère où l'écrit devient une dictature, c'est carrément une dictature, puisse exister dans ce niveau d'inconscience par rapport à l'importance de la lecture? C'est une question à laquelle moi, je n'ai pas de réponse. Et je pense que tous les éducateurs doivent être sensibilisés par rapport à ça pour réfléchir sur les alternatives nécessaires. Mais il y a un deuxième aspect dans ta question, c'est-à-dire c'est ce que tu appelles le numérique. Je pense que, d'une certaine façon, parce que nous rentrons dans le numérique là, mais sans avoir été préparés à cela, et que nous faisons utilisation tout qui est très préjudiciable par rapport à la gestion du temps, mais aussi par rapport au temps qui peut être dégagé pour la lecture, autre chose. C'est-à-dire, au cas où tout connaît, est-ce que WhatsApp a mon temps pour lire l'autre bagaille? Et connaissant la qualité de ce qui circule sur WhatsApp, etc., en général, parfois très douteuse, donc, nous avons l'autre difficulté à ce niveau-là. Alors que le numérique pourrait améliorer la disponibilité des textes, puisqu'il y a des circulations, cette forme de démocratisation. Donc, on pourrait penser que ça améliorerait. Ça, c'est une question d'utilisation personnelle on apparaît par un individu. Pas seulement personnel, moi, ça pourrait être institutionnel. Qui lit plus. Qu'on y a. Grâce à téléphone portable, grâce à Internet, il gagne. Pas chicaner sur qualité qui ça qui lit plus là, parce que il y a lire et lire. Qu'est-ce qu'on lit? Est-ce que lire les fake news, qu'est-ce qu'on apprend de plus dans la lecture des fake news? C'est un autre débat, peut-être qui mériterait une recherche spécifique. Et pourquoi pas? Mais troisième aspect, je souligné, c'est surtout sous question sur les lire et la machine. Je pense que il y a un rapport à la machine, comme on le disait. Il y a un rapport à la machine. Il y a une culture de la machine aussi. Il faut qu'on soit d'accord sur le fait que ces nouveaux outils sont récents dans le paysage. Et il faut savoir que notre école est une école qui reste encore malheureusement très théorique. C'est-à-dire, même si vous lisez, même si vous utilisez des concepts, donc ce n'est pas en général opérationnalisé. De telle sorte que vous pouvez savoir lire, comme vous l'avez très bien dit, lire ce que vous avez à lire sur la machine, mais être dans l'incapacité d'exécuter la consigne qui est donnée par la machine. Donc ça c'est un autre aspect culturel, parce qu'on n'est pas dans une société mécanisée, c'est-à-dire on commence à s'y intégrer véritablement. Et je pense que tout Haïtien voyagé connaît ça, c'est-à-dire quand vous arrivez à l'étranger, que vous devez commander votre café dans une machine, commander un bonbon dans un distributeur, etc. Même si vous avez l'argent et que c'est indiqué très clairement, c'est pas très facile. C'est pas que la personne ne sait pas lire, en quelque sorte,
mais c'est la culture de la machine, quoi. Je pense que c'est un concept très compliqué, mais je pense que les gens vont comprendre, qui fait que on est, même si on est dans l'ATM, c'est très facile, ça devrait vous prendre 1 minute pour prendre l'argent, ça vous prend 5-6 minutes, parce que vous pressez les boutons à longueur de journée, donc vous n'avez pas encore cette culture. Mais c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure, si les efforts continuent à être faits, donc pour qu'on arrive à complexifier ces différentes compétences en matière de lecture, qui n'est pas seulement basique, mais aussi, on va dire, complémentaire. Nous, beaucoup de thèmes pour colloquer. Alors, colloquer, c'est pas chaque année. Hein? Alors, au niveau de Quisqueya, en général, il y a plus qu'un colloque par année, puisqu'il y a plusieurs entités, pas seulement pour l'éducation. L'année dernière, on a organisé un colloque sur l'innovation et la professionnalité des enseignants, donc et avec un réseau international, Redford, etc., un réseau de professeurs en Amérique latine, mais aussi en Europe, Université Paris 12 notamment. Cette année, donc, on est resté sur, on va dire, la lecture, mais il est prévu aussi qu'en novembre, on ait un autre colloque. À ce moment-là, peut-être qu'on aura le temps d'en parler sur l'éducation inclusive. C'est-à-dire vraiment, on réfléchit sur des aspects, on va dire, urgents, spécifiques et qui le méritent. Parce que tout de suite après le colloque sur littératie, c'était sur la numératie. Il y a ça en perspective, mais c'est peut-être pas cette année. Okay. C'est peut-être pas cette année. Mais effectivement, il y a ça. Merci beaucoup, professeur Fouquet. Eh bien, Candido, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation ça et je pense que nous avons un échange qui est assez intéressant. Oui. Et bon, dis merci et à la prochaine. Merci tout le monde qui t'a suivi point par point aujourd'hui. Nous avons parlé sur littératie, sur apprentissage, sur enseignement, sur éducation. Deux problèmes qui posaient en Haïti, mais malheureusement, nous avons négligé. Pourtant, il y a un paquet de générations qui ont cocobé, n'a formé un paquet raté, n'a formé un paquet analphabète fonctionnel, malheureusement. Et c'est ça qui pourra bailler tout cycle là, qui a renouvelé sous développement de dirigeants et qui vraiment par la hauteur de responsabilité de citoyens tout qui par contre qui gens pour faire choix. Problème d'éducation, malheureusement, il est négligé, mais c'est un plus gros problème pour nous poser, pour nous réfléchir sur lui chaque jour, parce que l'avenir du pays, ça en dépend. Merci tout le monde qui a suivi le numéro. À bientôt pour notre. Merci.